Ben, écoutez, il est bientôt 14h30. Vous êtes déjà plus d'une soixantaine à vous être connectés. Je pense que d'autres arriveront petit à petit. Je vous propose de commencer à l'heure, puisque on a plusieurs intervenants et on a promis quand même d'essayer d'arrêter à 16 heures. Donc, je vais me présenter. Je suis donc Jacques Poulet. Je suis le directeur du pôle animal de la coopération agricole. Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette conférence sur le bien-être animal, intitulée Élevage et consommateurs, je t'aime moi non plus. Alors, pour faciliter les interventions, quelques modalités pratiques. Je vais demander à chacun de bien vouloir couper son micro, couper sa caméra, sauf pour les intervenants, bien sûr, parce que cela crée des sons parasites et ça peut gêner l'audition. Toutes vos questions à nos intervenants sont bien évidemment les bienvenues, mais là aussi, pour éviter que ce soit brouillon, je vous demanderai de les poser par écrit dans le fil Teams qui s'appelle Afficher la conversation de Teams. Vous posez vos questions. Il y a un temps de questions, enfin un temps de réponse aux questions qui vous sera proposé après l'intervention de Monsieur Bernard Vallat, qui est notre premier participant, car il devra nous quitter malheureusement avant la fin de cette webconférence pour répondre à d'autres engagements. Et nous aurons un deuxième temps de réponse aux questions, plus long bien sûr, qui est prévu après les interventions, à la fin de toutes les interventions. Je dois aussi vous informer que cette conférence est enregistrée. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Bienvenue à tous et je vais passer la parole à Michael Marceroux, qui est à la coopération agricole notre référent bien-être animal et qui est aussi éleveur, puisque dans la coopération, nous avons des référents qui sont des hommes du métier. Michael, c'est à toi. Merci Jacques. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous annuel autour de la conférence sur le bien-être animal. Pour reposer un peu le cadre, la coopération agricole organise pour la 7e année consécutive un rendez-vous annuel sur le bien-être des animaux. Toutefois, cette année, nous avons changé un petit peu le format. Habituellement, pour certains d'entre vous, vous étiez habitués à ce qu'on se retrouve, que ce soit sur le salon du sommet de l'élevage ou sur le SPACE. Mais aujourd'hui, suite à la problématique de la crise, règles sanitaires en vigueur, pour protéger les intervenants et les participants, nous avons choisi ce format de webinaire. Dans un premier cadre, aujourd'hui, la coopération agricole, ancrée économiquement et socialement dans leur territoire, accompagne au quotidien les adhérents dans l'évolution de leurs pratiques pour relever les défis alimentaires en produisant avec fierté des produits nobles, de qualité et répondant aux nouvelles demandes des consommateurs. Essentiellement, les coopératives agricoles sont dans leur enjeu de développement de filières et de construction avec leurs adhérents pour arriver à construire une alimentation plus durable et de noblesse. Toutefois, dans ces schémas-là, on s'aperçoit d'un décalage de plus en plus marqué entre les des animaux et l'image idéalisée que le consommateur donne à l'élevage. Sur ce questionnement-là, on se disait sur une problématique qu'on s'aperçoit d'une réalité et d'une relation très ambiguë qu'entretiennent les consommateurs à l'élevage, régulièrement placés sur le banc de l'accusation en raison du bien-être animal. Avec ces constats-là, on a voulu choisir cette année comme thème « Élevage et consommateurs, je t'aime moi non plus » pour essayer de mieux comprendre pourquoi un tel écart entre l'éleveur et le consommateur. C'est pour cela que nous avons rassemblé différentes personnes autour de la table pour écouter leurs témoignages illustrant cette relation à l'élevage et pour après permettre entre nous un échange avec eux sur la vision qu'ils ont de cela. Notre premier intervenant sera Bernard Vallat, vétérinaire et directeur général honoraire de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, suivi de Madame Laure Blondel, directrice conseil marque produits et consommation responsable chez Greenflex. Après, on aura Monsieur Gérard Cladière, président du groupe Viande de la Fédération du commerce et de la distribution. Nous trouverons aussi Monsieur Antoine Thibault, éleveur laitier de la coopérative Sodial Union, créateur d'une chaîne YouTube et d'un compte Twitter
que vous connaissez peut-être sous son nom AgriSkippy. Et nous conclurons par M. Luc Mounier, professeur en bien-être animal et représentant du Centre national de référence pour le bien-être animal. Merci, Michael. Écoutez, sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à notre premier intervenant, qui est donc M. Bernard Vallat, qui est notamment l'auteur d'une tribune parue dans l'édition juillet-août de la revue Paysans et Société, qui est intitulée Santé animale et santé humaine, même combat. Donc, je vais passer la parole à M. Vallat pour lui demander si on peut tirer les premiers enseignements de la crise Covid sur la perception de l'élevage et des produits d'origine animale chez le consommateur ou le citoyen. Monsieur Vallat, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est très bien, très bien. Donc, je suis heureux et honoré d'être parmi vous comme orateur aujourd'hui. Et l'origine de l'article que j'ai écrit dans Paysans et Société, en fait, c'était à la suite de nombreuses accusations du rôle de l'élevage dans la crise du Covid actuelle. On accusait en fait l'animal d'élevage d'être à l'origine de ce passage à l'homme de ce virus. Et moi, en tant que scientifique, je me suis vraiment insurgé contre cette stratégie anti-élevage qui, en fait, provient de convictions idéologiques de certains groupuscules urbains qui, pour des raisons philosophiques, remettent en cause le lien historique entre l'homme et l'animal depuis l'Antiquité ou avant, où il y avait un deal entre l'homme et l'animal domestique, l'homme assurant la protection de l'animal, le protégeant des prédateurs, lui s'assurant de son alimentation et puis s'assurant aussi de sa santé en le vaccinant, en le traitant lorsqu'il était malade, etc. Et en contrepartie, son usage par l'homme pour différentes fonctions. D'abord une fonction alimentaire, bien sûr, mais aussi d'autres fonctions, comme les spectacles d'organisation d'événements ludiques, le transport, le travail du sol. Il y a encore 250 millions d'animaux, chevaux et bœufs, qui cultivent la terre dans le monde. Donc, cette relation est mise en cause et tous les moyens sont bons pour convaincre les citoyens au niveau mondial que ce lien doit être remis en cause et que l'élevage n'a pas sa place dans une société moderne. Et alors, il y a différentes stratégies, notamment de rendre l'élevage responsable de tous les maux. Alors, il y a le rôle environnemental négatif que jouerait l'élevage, et souvent en utilisant des données extrêmement contestables au plan scientifique, en trichant sur les données. Et je n'ai malheureusement pas le temps de vous donner beaucoup d'exemples, mais j'en ai beaucoup dans ma besace sur ce type de stratégie, utilisée même au plus haut niveau des organisations internationales comme la FAO, qui a publié des chiffres complètement faux avant de se récuser, mais c'était trop tard, les médias avaient pris tous les chiffres qui étaient erronés. Alors il y a les accusations environnementales, il y a les accusations nutritionnelles. Les produits d'origine animale seraient la cause de toutes les grandes maladies chroniques de l'homme, le diabète, le cholestérol, le cancer. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit aussi que ces affirmations scientifiques sont sujettes à caution et qu'il faut regarder de près. Et pour ma part, je fais confiance d'abord à l'expertise publique avant de faire confiance à ceux qui relaient dans les médias des informations de charlatans. Soyons très prudents. Et enfin, on accuse l'élevage, et c'est l'objet de mon propos maintenant, d'être à l'origine de maladies contagieuses, donc des pandémies qui ont pour base des pathogènes issus de l'animal transmis à l'homme. Et là, je voudrais donner quand même quelques exemples pour m'élever en faux
de cette affirmation, parce que certes, 64% des pathogènes humains sont d'origine animale, mais quand on regarde de plus près, eh bien, ce sont surtout les animaux sauvages qui ont été à l'origine d'événements sanitaires chez l'homme. Alors, et puis, ce n'est pas lié aux formes modernes de mode d'élevage que tout le monde pratique aujourd'hui en majorité, parce que ce n'est pas un phénomène nouveau. Les grandes pestes qui ont dévasté l'humanité au Moyen-Âge, elles avaient pour origine le rat, et c'est la puce du rat en piquant les hommes qui transmettait majoritairement la peste bubonique. Ensuite, il y a eu la grippe espagnole. La grippe espagnole est intervenue après la Grande Guerre de 14-18. Elle a démarré en 1918 et elle a continué en 1919 et en 1920. Eh bien, il n'y avait pas d'élevage industriel et elle a tué plus de 50 millions de personnes. On ne sait pas trop, on sait que ça vient des oiseaux, mais on n'est pas sûr de l'oiseau responsable. Mais ce n'était pas l'élevage des volailles industrielles qui était à la base de la grippe espagnole en 1918. Alors, ensuite, on a eu la grippe aviaire, le H5N1, qui a conduit le gouvernement français d'ailleurs à acheter 40 millions de doses de vaccins qui n'ont pas été utilisées et qui ont été détruites lorsqu'elles étaient périmées. Eh bien, là encore, c'était les canards sauvages qui ont transmis la maladie aux élevages de volailles et cette maladie, on annonçait que ça allait être une pandémie humaine, il n'y a eu que quelques centaines de morts. Là aussi, il y avait eu une communication complètement erronée. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a le fameux SRAS qui venait de la chauve-souris via la civette. Après, il y a le MERS qui venait de la chauve-souris. Bon, là, c'est un animal domestique, c'est le chameau, mais c'est tout à fait un exemple tout à fait atypique. Et puis, on arrive maintenant au Covid. Eh bien, le Covid, tous les scientifiques s'accordent à dire que c'est un virus qui a été véhiculé par les chauves-souris sans les rendre malades, parce que la chauve-souris résiste parfaitement bien à de nombreux virus, mais elle parvient à les transmettre à d'autres animaux. Et là, on parle du pangolin qui aurait été infecté par la chauve-souris, parce que tous les deux sont insectivores, et le pangolin a transmis, c'est probablement le pangolin qui a transmis ce virus, parce que en Chine, aucune précaution n'a été prise pour se prémunir de ce type d'événement, alors qu'on savait que c'était un véritable risque. Eh bien, les Chinois ont laissé des marchés acquérir des pangolins pour les revendre, soit vivants, soit débités à des consommateurs, et c'est probablement l'origine de cette pandémie mondiale qui a des répercussions énormes. Donc, vraiment, j'ai souhaité démontrer que le fait de dire que c'était l'élevage qui était responsable du Covid, c'était encore une stratégie orchestrée pour des raisons idéologiques par ceux qui veulent remettre en cause le lien historique entre l'homme et l'animal. Et j'ai parlé des stratégies environnementales, des stratégies donc sanitaires et des stratégies nutritionnelles. Et pour nous, qui souhaitons, certes, des démarches de progrès dans les méthodes d'élevage, il y a beaucoup à faire, on a beaucoup de travail pour rendre cette relation homme-animal beaucoup plus acceptable, parce qu'il y a des abus et il faut les combattre, mais ne laissons pas des extrémistes faire changer les lois pour que nos éleveurs, nos filières soient paupérisées par des procès qui n'ont aucune justification scientifique. Voilà, je vous remercie. Jacques, votre micro n'est pas activé. Exact, merci.
Quentin précise que mon micro n'est pas activé. Donc, je disais merci beaucoup, Monsieur Vallat. Merci pour toutes ces explications. Et comme je l'ai indiqué plus tôt, vous avez des engagements par ailleurs, donc vous allez devoir nous quitter. C'est pourquoi nous avons prévu un petit temps de questions-réponses avant que vous nous quittiez. Quentin, donc je m'adresse à vous, puisque c'est vous qui m'épaulez sur l'animation de ce webinaire. Est-ce que l'on a des questions? Sinon, je crois que... Oui, tout à fait. Nous avons une question, Jacques, de la part de Luc Desbucois, qui vous demande, Bernard, comment faire pour que vos explications soient reprises par la presse et par les médias? Alors, ce que j'ai dit, c'est en grande partie repris dans l'article qui a été publié récemment là, par Paysans et Sociétés. Donc, on peut prendre cet article si on veut essayer de diffuser ces argumentaires, sachant que la majorité des grands médias, hélas, sont urbains, beaucoup ne sont pas d'origine rurale, et donc ils ont été relativement contaminés par ces propagandes très subtiles qui sont en cours. N'oublions pas que les organisations extrémistes disposent de moyens considérables et bien supérieurs aux moyens dont disposent les organisations professionnelles agricoles. Par exemple, je ne sais pas, si je cite L214, vous savez qu'ils ont 70 personnes à plein temps en CDI pour travailler sur des campagnes de communication. Et ils sont au moins une grande dizaine à disposer de moyens similaires en France pour répandre leurs théories et convaincre l'opinion publique. Et vous savez que les élus, ils cherchent avant tout à se faire réélire, donc ils regardent de près leur électorat, et leur électorat, il est de plus en plus convaincu par ces théories qui sont déconnectées de la réalité rurale. Donc, il convient absolument que tous ceux qui sont impactés par ces campagnes, d'une façon injuste, parce que oui, on doit tous faire des efforts pour améliorer l'image des éleveurs, des abatteurs, des transformateurs, des produits, mais nous devons nous présenter cette image et travailler dans des démarches de progrès, ne pas paraître comme des conservateurs qui s'accrochent à un monde ancien. On doit développer des démarches de progrès tous ensemble, mais on doit aussi s'unir pour mieux communiquer et disposer de moyens au moins équivalents à nos adversaires pour communiquer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on doit absolument travailler pour mutualiser nos messages de communication depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et des solutions existent et on est en train d'y travailler. Merci beaucoup, Monsieur Vallat. Donc, si je comprends bien, démarche de progrès et communication sur l'ensemble de la filière pour faire connaître justement ce que l'on fait et ce que l'on fait de bien. Ben, écoutez, y a-t-il d'autres questions, Quentin? Oui, j'aurais une question. Vous m'entendez, hein? Oui. Bonjour Gérard Viel, bonjour Bernard. Je voulais t'interpeller par rapport au sujet de la consommation de viande, parce qu'en fait, derrière ce dossier bien-être animal, je pense qu'il y a aussi ce dossier anti-viande, hein. On le vit au quotidien. Est-ce qu'il n'y aura pas non plus un chantier à ouvrir sur le fait de redéfinir ou réaffirmer l'intérêt de manger de la viande pour le consommateur? Oui, absolument. Alors, il y a un dossier là qui est emblématique. Vous savez que les pouvoirs publics ont mis en place un code couleur pour noter la valeur qualitative, nutritionnelle des aliments. C'est le Nutri-Score qui se répand et la France essaye même de le rendre communautaire pour qu'il puisse devenir obligatoire. Aujourd'hui, il est encore volontaire, mais de plus en plus de sociétés agroalimentaires l'adoptent et le mettent en place.
au dernier chiffre, ils sont plus de 400 sociétés agroalimentaires à l'utiliser. Alors, l'objectif est tout à fait honorable, puisqu'il s'agit de diminuer l'obésité en informant le consommateur sur les risques qu'il prend à consommer des produits trop gras ou trop sucrés, et que donc il y a tout un algorithme qui indique la qualité nutritionnelle sur ces critères-là d'un produit. Malheureusement, eh bien, les protéines contenues dans un aliment, elles ont une notation positive si elles sont végétales. Par contre, si elles sont animales, si c'est des protéines d'origine animale, qu'elles viennent de la viande, des œufs ou du lait, eh bien, elles ne sont pas valorisées dans la notation. Et ça, on a demandé, si c'était sur des bases scientifiques, que les protéines animales étaient plus mauvaises que les protéines végétales. Eh bien non, on nous a dit que c'était pour des raisons idéologiques, parce que l'élevage était mauvais pour la planète. Alors ça, c'est un sujet sur lequel vraiment il faut commencer à se battre contre les anti-viandes. Merci beaucoup, Monsieur Vallat. Merci pour ces réponses percutantes. D'autres questions, Quentin? Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Bien. Bah, écoutez, moi, je vais vous remercier, Monsieur Vallat, pour votre participation à notre conférence aujourd'hui. Je sais que vous avez un agenda toujours extrêmement chargé. Nous allons maintenant passer à l'intervenante suivante. Et nous allons prendre une vision un peu plus macro de la consommation des Français, avec la présentation de Laure Blondel, qui est donc directrice conseil chez Greenflex, avec notamment une analyse sur les attentes des consommateurs pour des produits plus durables, entre guillemets. Donc, Madame Blondel, quelle tendance de consommation donc observe-t-on? Et je vais vous passer la parole pour votre intervention. Merci beaucoup. Très bien, super. Donc, merci beaucoup de me laisser un peu de temps. Je vais juste mettre un petit chronomètre pour être sûr de ne pas dépasser. Je suis actuellement je suis chez Greenflex. Je suis avec Benjamin Voirin, donc qui est consultant également avec moi au sein du pôle conseil chez Greenflex et qui travaille sur tous les sujets d'amont agricole, d'écosystème, de vivant, d'agroalimentaire, pour que on puisse vous apporter un éclairage à la fois sur les consommateurs et sur toute cette partie-là, si notamment vous avez des questions. Alors juste en une demi-phrase Greenflex, parce que vous aurez les éléments dans le dossier de presse. En fait, notre mission, c'est d'accélérer la transition environnementale, sociétale et énergétique de nos clients, voilà, en toute simplicité. Alors c'est plus simple à dire qu'à faire, mais on travaille là-dessus avec donc nos clients qui sont des entreprises, petites, moyennes ou grandes entreprises, et toutes sortes d'organisations, notamment également des territoires. Et une des façons de sensibiliser les entreprises, en fait, c'est aussi de leur apporter un éclairage sur les attentes de leurs consommateurs. Et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans maintenant avec un baromètre que nous réalisons grâce à l'ADEME. Alors, je ne sais pas si je peux passer... Non, je ne peux pas passer les slides directement. Si vous pouvez juste... Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est un baromètre qu'on réalise avec l'ADEME depuis maintenant 15 ans qui a vocation à interroger les consommateurs sur la façon dont ils vivent leur consommation et leur rapport à la société. Donc, c'est un baromètre qu'on fait depuis 15 ans en France et que nous avons élargi à un certain nombre de pays européens l'année dernière. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous n'aurons pas le temps de le traiter, donc je vais plutôt vous donner quelques chiffres importants pour les consommateurs français. Alors, je voudrais juste commencer avec un premier chiffre. Si vous pouvez passer le slide suivant. Merci beaucoup. Ce qui est vraiment important, c'est que je voudrais parler avec vous de l'urgence, l'urgence écologique. On voit que dans ces chiffres, en fait, on pose aux Français la question suivante: quel est l'état d'esprit que vous avez vis-à-vis de l'avenir de la planète? Et concernant l'avenir de la planète, on voit que 60% d'entre eux disent qu'il est urgent d'agir. Donc, on a quand même un degré d'urgence qui est important. Et 13% totalement pessimistes qui disent qu'il est déjà trop tard, et 4% de très optimistes qui disent qu'on s'inquiète pour rien. Mais globalement, voilà, c'est ce premier chiffre sur lequel je voudrais attirer votre attention, le sujet de l'urgence. Alors l'urgence sur quel type de sujet? Notamment, il y a deux gros sujets, c'est le réchauffement ou le changement climatique et la perte de biodiversité, qui sont vraiment au cœur des inquiétudes des Français. En fait, le premier sujet, quand on interroge les consommateurs sur leurs sources spécifiquement d'inquiétudes et notamment les problèmes les plus importants à traiter, encore une fois concernant l'avenir de la planète, le premier sujet, c'est le changement climatique. Alors pour votre information, le terrain a eu lieu il y a un peu plus d'un an, en fait, en plein milieu de toutes les
les grèves, notamment le vendredi pour le climat. Donc forcément que ça a joué parce qu'en fait c'était un sujet qui arrivait un peu plus bas dans le ranking des années précédentes, qui est remonté en numéro 1. En 2, en revanche, on a l'extinction des espèces animales et végétales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à noter. C'était déjà en 2, en fait, en deuxième position lors du baromètre précédent. Et en 3, en fait, on a qui s'est hissé sur le podium les déchets et le plastique, évidemment, qui probablement sont un élément qui vont également rester sur le podium, probablement sur les prochaines années. Alors pourquoi je voulais juste revenir sur l'extinction des espèces animales et végétales. On est vraiment sur le sujet de la biodiversité. Et pourquoi c'est un sujet qui revient? Parce que notamment c'est vraiment le lien palpable et émotionnel en fait des excès de notre civilisation sur les écosystèmes. Je ne vais pas polémiquer sur le sujet des néonicotinoïdes par exemple. Vous avez certainement vu aussi les derniers chiffres du WWF sur la baisse de la biodiversité dans le monde. Alors, j'ai également un petit chiffre que je voudrais vous communiquer que nous avons en fait réalisé pendant le confinement au mois d'avril. En fait, on a la moitié des Français qui établit un lien en fait entre nos modes de vie et la crise sanitaire que nous vivons. Alors, c'est pour un petit peu contrebalancer le propos de Monsieur Vallat tout à l'heure. En fait, on a quand on pose la question aux Français de est-ce que les déséquilibres environnementaux sont liés aux pressions que nous imposons aux écosystèmes, la moitié des Français, enfin un quart, on va dire, est plutôt d'accord et un quart est tout à fait d'accord. Donc on a quand même ça signifie quand même que les Français ont bien noté quand même ce changement et cette responsabilité. Et ça se traduit en fait dans leur façon de consommer, où en fait le modèle économique, en fait ça remet fondamentalement en cause ce modèle économique. Excusez-moi. Voilà, pardon. Qui est vraiment basé sur la croissance. Et ça, c'est quand même un sujet que les gens ne veulent plus soutenir. En fait, on est vraiment sur un modèle qui est, au-delà d'être remis en cause, il est vraiment rejeté. En fait, on voit que 57%, donc près de 60% des consommateurs veulent complètement revoir notre système économique et sortir du mythe de la croissance infinie. Donc, en fait, on a ce chiffre, il est à mettre en perspective de la vague précédente. Donc, je suis désolée, je vous donne beaucoup de chiffres, mais vous aurez les éléments dans le dossier de presse. En 2017, en fait, on avait 33% seulement de consommateurs qui estimaient qu'il fallait complètement revoir notre système. Et là, on est sur 57%. Donc, c'est quand même un élément qui a vraiment augmenté. Et il faut revoir en partie notre modèle, mais garder les bases. Donc, on va dire une version un peu plus modérée. On est à 38%, et ça, c'est vraiment le chiffre qui a le plus baissé. C'est-à-dire on va dire qu'on a une vraie radicalisation et on a une vraie demande. En fait, on se rend compte que c'est toutes ces préoccupations, donc le changement climatique, la biodiversité, c'est vraiment des préoccupations qui sont fondamentales par rapport aux consommateurs. On n'est pas sur des problématiques conjoncturelles qui peuvent être perçues comme conjoncturelles d'emploi. Alors malheureusement, ça risque de ne pas être conjoncturel tellement, mais d'emploi, de pollution, etc. On est vraiment sur des préoccupations fondamentales et qui sont tellement structurelles et tellement structurelles qu'elles sont structurantes. Oui, je vois les questions, je répondrai juste après. Alors, donc les consommateurs, en fait, s'engagent vraiment et ça se traduit donc dans leur façon de consommer. Donc, ils nous font comprendre qu'ils ont envie de revoir tout le système et qu'ils ont besoin de revoir tout ce système, et ils s'engagent d'un point de vue individuel. On a en fait 38% des consommateurs qui estiment que consommer de manière responsable, c'est consommer différemment. C'est-à-dire qu'on va retrouver là tout ce qui est produits écolabellisés, produits certifiés éthiques, alors c'est assez, la catégorie est assez vaste. On a quand même voilà, toute cette dimension de consommation qui est une consommation différente. On a 30% de consommateurs qui disent qu'on veut consommer de produits ou de services. Un petit bruit dans le fond. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tous fermer vos micros, puisque ça crée des sons parasites qui gênent la personne qui fait sa présentation. Je vous remercie. Ça gêne surtout les gens qui écoutent. Merci beaucoup. Et le chiffre qui est intéressant, c'est le 27%, qui est réduire sa consommation en général. Et ça, c'est quand même aussi assez étonnant. Pareil, en fait, en 2017, on avait ce chiffre qui était à hauteur de 14%, donc on a quand même pris 13 points. Et ça, c'est quand même assez important aussi, c'est de voir que les gens, en fait, veulent
veulent consommer différemment, veulent consommer moins de produits, donc encore une fois superflus, mais veulent surtout consommer moins tout court. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut que vous ayez en perspective en fait dans vos préoccupations, notamment Monsieur Vallat parlait tout à l'heure de démarche de progrès. Dans cette démarche de progrès, il faut quand même entendre que les consommateurs ont envie de consommer différemment et de consommer moins. Et donc pour consommer moins, en fait, consommer moins et consommer différemment, en fait, ils veulent vraiment limiter l'impact de leur consommation. Donc on a quand même aussi une grande majorité de consommateurs qui ont changé leurs pratiques pour réduire l'impact de leur consommation. Là, on va avoir un certain nombre de pratiques très variées, hein, comme en effet ce qu'on appelle traditionnellement les éco-gestes pour réduire son chauffage, sa consommation d'électricité, etc. On a aussi les impacts sur tout ce qui est le tri sélectif, par exemple, ou tout ce qui est l'alimentation. Et 13% de gens quand même qui sont très impliqués et qui font tout leur possible pour réduire l'impact de leur consommation et également sensibiliser les autres. Donc ça, c'est aussi des chiffres qui sont importants à avoir en tête parce qu'on a un certain nombre de consommateurs qui veulent changer et qui veulent échanger et sensibiliser leur entourage. Pour terminer, j'ai quelques éléments un peu plus spécifiques sur l'alimentation, parce qu'en fait, dans notre étude, on a un focus sur l'alimentation. Donc, j'ai un chiffre que je voulais partager avec vous qui montre que vraiment l'alimentation est au cœur des préoccupations durables et des sujets de responsabilité et de durabilité. 84% des Français déclarent que l'alimentation est le premier domaine dans lequel ils essaient d'adopter un comportement plus responsable. Donc ça peut paraître presque évident actuellement. Sachez quand même que en 1900, ça va faire vieux, en 2000, entre 2004 et 2008, en fait, quand on a commencé notre étude, il y a presque 15 ans maintenant, en fait, il n'y avait pas de réelle conscience de l'impact de la consommation et du mode de vie. En fait, quand on posait la question aux consommateurs, pour quel poste de consommation en priorité seriez-vous prêt à consommer responsable, la réponse pour l'alimentation était de 9%. Donc on n'avait vraiment que 9% des gens qui considéraient que l'alimentation avait finalement un impact sur leur un impact en termes de durabilité. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que ce chiffre a complètement bondi. Alors c'est pas évidemment complètement le même chiffre, néanmoins ça prouve que maintenant en fait l'alimentation est vraiment un sujet très important qui en fait est au cœur de tout ça entre en fait le lien entre la santé et l'environnement. On a donc un chiffre qui est assez évident aussi sur la déclaration d'achat de produits de saison. Voilà, donc ça c'est aussi des éléments importants à avoir en tête. Donc les Français déclarent acheter des produits de saison à 88%, sachant qu'ils ont évidemment plus en tête les fruits et légumes que la viande ou le poisson. Mais ça, c'est aussi des choses sur lesquelles vous pouvez communiquer et c'est aussi des aspects de pédagogie que vous pouvez mettre en œuvre. Et enfin, des chiffres qui sont spécifiques sur la viande que nous avons dans notre baromètre cette année. 84% des Français déclarent veiller à la qualité de la viande qu'ils achètent. Donc pareil, ça c'est des éléments qui sont quand même importants à avoir en tête. On a vraiment cette notion de qualité qui est liée à l'aspect de durabilité. Et 59% des Français qui veillent à réduire leur consommation de viande. Alors on leur pose un certain nombre de questions. Et donc il y a un item, est-ce que vous veillez à réduire votre consommation de viande? Donc systématiquement, plus régulièrement, on arrive à 59%. Donc ça prend en fait en compte la totalité des sujets en fait d'impact environnemental, d'impact sur la santé, de qualité justement, de prix, etc. J'ai un petit peu dépassé, donc je me dépêche pour juste la conclusion. Voilà, je voudrais juste que vous reteniez quelques chiffres, quelques idées aujourd'hui, encore une fois, pour nourrir le débat sur le bien-être animal et la question des attentes des consommateurs, et notamment en lien avec l'alimentation. Les Français ont une envie profonde d'une autre société qui est plus durable. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord et qui, a fortiori, s'est amplifié ces derniers mois avec la crise du Covid. Ils déclarent vouloir consommer mieux, mais aussi consommer moins. Et par ailleurs, on vient de voir aussi que la période de confinement a amplifié vraiment le rôle central du local et de tout ce qui peut se jouer au niveau des territoires. Et le local, qui était vraiment déjà très présent dans le cœur et les achats des Français, émerge vraiment comme un point de pivot, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il cristallise toutes les dimensions, à la fois sociales, sociétales et environnementales. Et juste un dernier petit chiffre pour terminer, on a refait un terrain pendant donc je vous disais, le mois d'avril. On a 91% des Français qui considèrent que la crise
montre qu'il faut relocaliser une partie de nos productions pour être plus résilients et plus autonomes. Et donc ça, évidemment, c'est totalement, d'autant plus pertinent en fait pour la production agricole. Donc je suis désolée, j'étais un petit peu rapide, j'ai un tout petit peu dépassé, mais j'ai vu qu'il y a plein de questions qui sont arrivées, donc j'y répondrai juste après. Merci beaucoup, Madame Blondel. Merci bien. Je rappelle que on va accumuler toutes les questions après toutes les présentations pour pas perdre trop de temps. Mais elles sont notées, hein, ne vous inquiétez pas, elles sont notées et nous demanderons à chaque intervenant de bien vouloir répondre aux questions qui lui ont été adressées. C'est Quentin qui va gérer cela. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Je rappelle qu'elle est disponible. Oui. Non, donc, je rappelle qu'elle est disponible sur le site de Greenflex. Donc, je pense qu'elle est peut-être même plus détaillée sur le site. Je vais passer maintenant la parole, après cette perspective macro, je vais passer la parole à Gérard Cladière, qui est président du groupe Viande de la Fédération du commerce et de la distribution, pour qu'il nous dise plus concrètement au niveau du consommateur chez les distributeurs, comment cela se passe effectivement. C'est-à-dire qu'on va passer de la vision un peu macro que nous a présentée Laure Blondel, Madame Blondel, et on va redescendre au niveau du consommateur, je dirais, dans le rayon. Quel est le geste du consommateur? Donc je vais passer la parole à Gérard. Observe-t-on donc une demande spécifique? Alors, comme aujourd'hui, on est sur une conférence bien-être animal, je vais poser la question orientée vers le bien-être animal. Gérard, est-ce qu'on observe une demande plus spécifique sur le bien-être animal parmi les produits d'origine animale dans les enseignes distribuées par la FCD? Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Donc, voilà une question claire. J'y répondrai complètement en lien avec ce qu'a dit Madame Blondel. C'est-à-dire que la première demande qui sort dans les rayons, hein, et vraiment qui est sortie très fortement sur les derniers mois, c'est d'abord local, quoi. C'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, la première demande, c'est est-ce que c'est un produit local, comment c'est un produit local, etc. Sachant que au plan local, il n'y a pas de définition en fait précise. Hein. Les gens, plus c'est local, mieux c'est. Mais le régional, ça va déjà pas mal. Voire, des fois, l'origine française, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que quand on gratte un petit peu, le fait d'avoir le logo France, c'est quand même déjà extrêmement rassurant. Et donc, il y avait une grosse attente là-dessus. Et il a fallu effectivement répondre, nationaliser, que ce soit effectivement, vous l'avez vu aussi bien sur les fruits et légumes. Sur la viande, c'était déjà le cas dans nos rayons. Mais effectivement, on s'attache de plus en plus à avoir une appellation locale, régionale, de façon à ce qu'effectivement le consommateur retrouve cette attente-là. Donc c'est vraiment sa première demande. Les deuxièmes demandes sur ce qui nous concerne un peu plus la viande, hein, c'est toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une demande de qualité, toujours, hein, alors spécialement le bœuf en tendreté, et pour tous les autres produits, on va dire une qualité un peu globale, mais avec, bien évidemment, hein, je ne vais rien vous apprendre, l'émergence du facteur prix qui reste déterminante. Et le consommateur, il est assez réaliste là-dessus. C'est-à-dire que quand on regarde les études sur le sujet, on voit bien que il y a une demande qui est assez nette pour le prix, c'est en disant pour le mieux, hein, c'est-à-dire on veut consommer mieux. On sait quelque part que ça va coûter plus cher tout ce qu'on va demander en mieux. Et on sait que dans la perspective économique qui arrive, on va certainement devoir faire des choix parce qu'on devra faire des arbitrages, parce qu'on ne pourra pas se payer le mieux absolument, quoi. Donc le consommateur, il a un petit côté, enfin il y a une espèce de frustration qui est en train de naître, hein, qu'on voit apparaître dans les études, dans lequel le client, il souhaiterait vraiment faire mieux, mais il sait qu'il sera contraint économiquement à faire des arbitrages et des choix, et ça, il en a une espèce de conscience assez nette. C'est un peu nouveau, moi je vois apparaître ça dans les études de façon un petit peu différente. Et puis, on a bien vu, si vous voulez, ce qui s'est passé pendant le Covid et l'illustration de ce facteur prix. Hein. Il est très simple, hein, c'est-à-dire que derrière, vous prenez par le marché des distributeurs, ce qui a fonctionné pendant la période pleine de Covid, c'est effectivement les enseignes plutôt de proximité, dans des supermarchés, taille moyenne, très humaine. On va dire c'était Inter et Super U qui avaient la cote, pour être clair, voilà, un petit peu comme ça.
on sort du Covid, on revient vers d'autres préoccupations un peu plus générales. Et qui c'est qui reprend effectivement le lead? C'est Lidl et Leclerc qui ont un axe prix et une communication prix qui est primordiale et essentielle dans tout leur discours. Donc effectivement, le client, il est reparti vers les enseignes qui étaient effectivement peut-être un peu locales, mais qui étaient surtout effectivement axées prix, quoi. Donc voilà. Alors, derrière ces préoccupations un peu générales, on a effectivement la préoccupation sur le bien-être animal qui arrive, hein, qui est un peu diffuse. C'est-à-dire qu'elle est de dire, dans le mieux, on souhaite que ce soit mieux en matière de bien-être animal. Sachant que le bien-être animal, c'est une notion quand même assez floue pour les clients. Je lisais encore un sondage tout à l'heure, vous voyez, en lisant mes notes, il y a Ipsos qui pose une question à des clients. Il y a deux questions qui m'ont frappé. Il y en a une qui dit est-ce que vous voulez plus d'élevage en cage? Et la deuxième, c'est est-ce que vous voulez que les animaux soient en liberté? Les réponses, elles sont à 90% oui. Mais objectivement, face à des questions pareilles, vous voulez répondre quoi d'autre que oui par rapport à un monde qui ne connaît pas le monde de l'élevage, qui ne connaît pas le pourquoi on est en bâtiment. Donc là où on a un gros déficit d'explication, c'est pourquoi il y a des animaux en bâtiment, qu'est-ce qu'ils y font dans ces fameux bâtiments et pourquoi c'est bien aussi l'élevage en bâtiment. Et là, on voit bien qu'on est face à une espèce de demande sur le bien-être animal, mais qui correspond plus à un espèce de monde idéalisé, quoi. Hein, et dans ce monde idéal, effectivement, c'est Cédric Villani qui se promène avec son cochon ou son marcassin. Enfin, voilà, on est dans des imageries, on va dire, quotidiennes, qui alimentent quand même cette espèce de demande sur le bien-être animal. Et du coup, on doit quand même maintenant nous démontrer, et c'est effectivement le travail que font les distributeurs en lien avec les industriels, en lien avec les groupements de producteurs, en lien avec les interprofessions, hein, c'est de démontrer quand même que dans le bien-être animal, bah, oui, on s'en occupe, oui, il y a des choses qui sont faites, et il va falloir qu'on réponde aussi à d'autres questions, c'est oui, on peut le faire et on peut le faire correctement, y compris dans des situations qui sont des situations d'élevage. Les animaux que nous élevons ne sont pas tous des animaux de compagnie, donc voire pas du tout. Donc il est temps d'arriver à ça. Donc effectivement, il y a cette demande, elle est là, elle est toujours là. Hein, elle vient. Vous voyez, je parlais tout à l'heure avec le président des charcutiers. Le président des charcutiers, que ce soit en magasin ou en commerce de détail, on a le même genre de questions, quoi. C'est qu'effectivement, il y a une question sur les animaux, ils sont bien élevés, ils viennent d'où et comment, etc., etc. Et ça, c'est des questions qu'on n'avait pas et qui sont quand même toujours là, même si effectivement c'est diffus. Alors, il faut savoir aussi là-dedans que les signes de qualité, que ce soit bio ou label rouge, pour prendre les deux principaux qui animent nos filières, sont toujours vécus par les clients comme étant des signes étant mieux-disants en matière de bien-être animal. Mieux-disant en matière de qualité, mais également mieux-disant en matière de bien-être animal. Pour un client, c'est clair, le bio, c'est mieux en bien-être animal, le label rouge, c'est mieux en bien-être animal. Donc ça, c'est un côté important, quoi, voilà. Alors, après, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, c'est-à-dire que derrière, par rapport à tout ce qu'on entend sur la déconsommation de la viande, etc., bon, ce qu'on a vu pendant la période du Covid, très clairement, c'est une forte augmentation des activités boucherie en magasin et dans les commerces de détail. Qui s'est traduit, enfin, qui est le résultat forcément de l'arrêt quasiment de la restauration commerciale et collective. Donc effectivement, en l'absence de restauration, il y a eu un transfert de consommation. Le transfert de consommation, il a été fait sur les produits effectivement viande, mais c'est encore plus vrai que sur les produits viande que sur les fruits et légumes, par exemple. Sur la marée, on a vécu les choses en deux temps. Une première phase de désaffection, une deuxième phase plutôt très forte. Mais sur la viande, on a vu quand même effectivement un transfert. Alors ce transfert, il s'est opéré pas de façon homogène, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des produits nettement plus consommés que d'autres. Alors que ce soit en viande rouge, notre fameux steak haché, qui a effectivement émergé très fortement en frais, en surgelé, pour répondre aux besoins des familles. Mais on a vu aussi en charcuterie arriver la forte émergence, par exemple, des aides culinaires. C'est-à-dire les aides culinaires dans la partie je recuisine à domicile, etc., a fonctionné aussi avec des chiffres qui étaient extrêmement forts. Et aujourd'hui, on est dans une période qui est encore un peu agitée en matière de restauration commerciale. Donc les performances de tous les rayons viande, on va dire, restent aujourd'hui très positives. C'est-à-dire qu'effectivement, on continue globalement à vendre de la viande, à vendre du haché, à vendre aussi un peu d'autres produits. On a fait également une très bonne saison de saucisserie. Donc vous voyez que tout ça, effectivement, a pu répondre aux attentes des clients en disant, voilà quoi, où est-ce qu'on peut consommer? Les magasins étaient ouverts, les magasins étaient présents, les magasins avaient les produits.
les détaillants également, il faut être clair. Donc effectivement, tout ce monde-là a pu livrer et les gens ont continué à consommer de la viande de façon très satisfaisante. Alors pour l'instant, les premiers chiffres qu'on a montrent que la totalité des transferts RHD plus GMS sortirait quand même légèrement négatif sur la période. Donc ça, c'est possible. On va avoir un petit peu de temps pour bien consolider ces chiffres-là en matière de bilan. Mais dans un premier temps, effectivement, ça s'est traduit par une augmentation de la consommation. Et donc pour demain, pour se mettre en perspective avec ce qui nous attend demain, effectivement, on attend toujours que quand même il y ait cette pression économique sur l'arbitrage par le prix, par la crise économique qui arrive, par les plans sociaux qui arrivent, etc. Ça va être forcément là. Faut appeler un chat un chat. Par contre, effectivement, ce que les demandes fondamentales sur l'évolution de la société, sur le fait de manger mieux, sur le fait d'arriver à une consommation plus responsable et donc des critères plus forts et plus lisibles en matière de bien-être animal, oui, c'est là, et oui, il faut effectivement qu'on s'en occupe collectivement pour arriver à expliquer des fois nos pratiques à nos clients, et puis aussi arriver à promouvoir quelque chose de mieux, ce qui fait d'ailleurs, enfin, il y a déjà un gros travail qui est fait en Interpro, parce qu'effectivement, on travaille déjà à ça au sein d'Interbev, d'Inapor ou d'Envol. Donc sur ces sujets-là, on va continuer, et il faut continuer, parce que c'est effectivement l'attente du client. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais livrer à votre réflexion aujourd'hui. Et puis après, on répondra aux questions si je suis à peu près dans mon timing, je crois. Merci beaucoup, Gérard. Merci pour ce témoignage très intéressant sur la situation. Alors, qui est effectivement un petit peu perturbé par cette crise Covid, mais enfin, le témoignage était un témoignage de terrain très intéressant. Pour poursuivre l'illustration et je dirais la réflexion sur notre thème, donc élevage et consommateurs, je t'aime moi non plus, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à un éleveur de vaches laitières, Monsieur Antoine Thibault, donc éleveur coopérateur de Saudia l'Union, mais vous le connaissez sûrement mieux sous le nom d'AgriSkippy par les chaînes YouTube et Twitter qui cumulent près de 46 000 abonnés. Donc, Antoine Thibault, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre démarche de communication transparente sur votre métier d'éleveur et puis comment vous gérez cette forte demande sur le bien-être animal? Antoine, c'est à vous. Oui, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien déjà. On vous entend très bien. Ah, super. Donc, en fait, oui, moi, je suis producteur laitier depuis 18 ans en Normandie. Et je me suis mis un petit peu comme tout le monde sur Twitter en octobre 2016. Et c'est là que je me suis aperçu que l'élevage, on en parlait, mais plutôt mal. Parce qu'en fait, ce que je voyais comme publication sur l'élevage, c'était les publications techniquement de L214, des choses qui salissent énormément notre métier. Et en fait, avec des problématiques sur la maltraitance animale, bien plus que le bien-être, avec des vidéos dégueulasses. Et je me suis dit, mais attention, c'est pas du tout, ça représente pas du tout mon métier. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de monter une vidéo qui parlait justement du bien-être animal. Cette vidéo a fait un buzz assez important, qui a été relayée aussi dans les médias généralistes. Donc j'ai et aujourd'hui, je publie très régulièrement sur Twitter pour donner des nouvelles de la ferme. Et un petit peu, voilà, à peu près tous les mois, une vidéo sur YouTube pour expliquer mon métier et expliquer la complexité de mon métier. C'est-à-dire que les décisions que je prends, c'est jamais blanc ou noir. C'est des décisions qui sont une sorte de compromis dans tous les sens. C'est qu'il n'y a pas un système qui est plus simple et facile, quoi. Donc, après, au niveau de mes abonnés, je me suis aperçu qu'il y avait une réelle méconnaissance du métier d'éleveur. Les gens ne comprennent pas du tout, ils savent absolument rien. Ils savent pas, voilà, s'ils voient une vache, ils savent pas si c'est une vache laitière, si c'est une vache à viande. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai senti qu'il y avait une réelle adhésion en fait de mes followers pour retrouver aussi un lien avec la nature. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les gens la majorité des gens sont citadins, ils vivent au milieu du béton et moi j'ai la chance de travailler au milieu de la nature, ça fait du bien aux gens de voir un petit peu la nature aussi. Et donc
Donc voilà, et c'est vrai que à partir de ça, j'ai pu lever en fait des clichés, montrer en fait ce qu'était la réalité de mon métier. Aussi en réaction avec le monde de l'agroalimentaire qui avait, ou l'image qu'il montrait du métier d'éleveur, c'était des images qui étaient complètement biaisées. Je me rappelle où on ne pouvait pas voir une pub pour un produit laitier sans voir des belles vaches normandes dans une prairie avec des pommiers en fleurs. On sait tous que c'est pas comme ça que ça se passe. Et, euh, et à côté de ça, voilà, il y a L214 qui fait des vidéos sur vidéos tout plus dégueulasses les unes que les autres, où en fait, mon métier, il est pas avec des vaches sous les pommiers en fleurs, et il est pas, je fais pas un métier dégueulasse non plus. Donc, je lève le voile, et j'explique aussi tous les progrès qu'on a fait, et que j'explique aussi que le bien-être animal, c'est au-delà de ce que les consommateurs ont en tête, qui est une obligation de moyens, c'est-à-dire peut-être des cages des bâtiments plus grands, de la place pour les vaches, du pâturage. Les consommateurs sont très sensibles à ça, et qu'en fait, de base, dans mon métier, le bien-être animal, c'est pas ça, c'est d'abord d'avoir des vaches en bonne santé, d'avoir des vaches en bonne santé, productives, et, et après, moi, je sais que plus je leur satisfaisante, plus elles me le rendent, plus elles sont productives, plus elles font de lait, moins elles sont malades. Donc, plus mon métier est rentable, en fait, tout simplement. Donc, c'est le fil conducteur de ma chaîne. Et c'est vrai qu'on oublie de le dire, et les consommateurs sont vraiment très, très peu au courant. On oublie de le dire que voilà, on a baissé de 37% l'utilisation d'antibiotiques entre 2000 où la formation des éleveurs sur le bien-être animal, elle est de plus en plus poussée. Les éleveurs sont de plus en plus formés à ça, et donc on doit continuer dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une communauté donc sur YouTube qui est quand même assez agricole, donc qui connaît pour la plupart le métier. Et sur Twitter, c'est une communauté qui est quand même beaucoup plus citadine, beaucoup plus politique. Et on arrive quand même à faire passer des messages. Notamment, je me rappelle une vidéo que j'ai postée le week-end dernier où les vaches, elles étaient en prairie. Et en fait, ça faisait plus d'1 heure qu'elles attendaient à la barrière pour rentrer en bâtiment. Et moi, je veux bien que tout le monde veuille des vaches en prairie, mais si les vaches, elles veulent être en bâtiment, qui on est pour imposer aux vaches des choses dont elles ne veulent pas. Je n'entends plus personne. Non, mais on écoute sagement, on écoute. Non, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Après, il y a quelque chose qui, si on veut aller dans le débat, je t'aime moi non plus, qui est le titre, clairement, plus on est transparent, plus on se fait connaître, plus on fait comprendre d'où viennent nos décisions, et que, par exemple, si on met des pesticides ou de l'engrais dans des champs, c'est pas pour rien, mais il faut réexpliquer, il faut montrer, et quand on montre et qu'on explique, on a l'adhésion des gens derrière nous. Et après, il y a moi, j'ai un métier qui est relativement facile à montrer parce que j'ai des vaches qui sont dans des bâtiments très grands, qui sont en totale liberté dans le bâtiment ou alors à l'extérieur, avec des belles images, c'est facile à montrer. Je suppose que c'est un petit peu plus compliqué dans les filières poulet ou cochon, mais que je vais réagir un petit peu à ce qui avait été dit avant sur les jolis souhaits des gens de modifier leur consommation, de vouloir plus de bien-être animal, et de moins d'animaux en cage et tout. Ça coûte énormément cher, et ça coûte très cher, notamment pour nous éleveurs, où on doit investir dans des bâtiments pour 15 à 20 ans. Et aujourd'hui, les consommateurs, ils ont quand même un critère choix dans leur décision d'achat, qui est le prix. Et que aujourd'hui, moi, je veux les producteurs de porc, par exemple, qui sont passés en label rouge, qui sont passés en plein air, ils sont obligés d'aller dans des filières très spécifiques où les volumes ne sont pas garantis, parce que les consommateurs, quand ils voient les côtes de porc à 3,90 chez Leclerc, ils achètent les côtes de porc à 3,90 chez Leclerc. Et que pour faire du jambon, par exemple, si le porc espagnol il est à 1,05 et que le porc français il est à 1,12 du kilo, les transformateurs utiliseront le porc espagnol. Et qu'on ne peut pas modifier
nous imposer des modifications de nos pratiques si on n'a pas une garantie de rentabilité derrière, parce que nos ateliers, il faut qu'ils tournent, on est là pour gagner notre vie aussi, quoi. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur Thibault, pour ce témoignage, un beau témoignage sur la réalité du métier d'éleveur, avec à la fois le témoignage sur votre vie au quotidien, mais aussi un raisonnement économique. Je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie non plus, puisque c'est ce qui fait le revenu quand même de notre agriculture et des éleveurs en particulier. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les gens sont opposés au monde de l'élevage, c'est ce qu'on dit énormément, mais que dans la réalité des trucs, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, quand je croise mes voisins, ils sont ravis de voir les vaches traverser la route. Et quand j'ai pondu du fumier, ça sent pas très bon, mais les gens le comprennent tout à fait et préfèrent sentir ça que l'odeur du périph', clairement. Oui, c'est de la pédagogie en fait. Merci beaucoup, merci Monsieur Thibault. Merci pour ce témoignage. Nous avons une dernière intervention. Je vois les questions qui s'accumulent. Ne vous inquiétez pas, Quentin va essayer de toutes les noter pour qu'on les pose bien à nos intervenants. Nous avons une dernière intervention. Pour la dernière intervention, en fait, nous avons souhaité prendre une entrée plus scientifique pour tenter d'aborder le point de vue du troisième acteur essentiel de notre thème. Alors, troisième acteur, vous doutez de qui je vais parler, c'est l'animal. C'est pourquoi je vais passer sans tarder la parole à Monsieur Luc Mounier, qui est professeur en bien-être animal à VETA GrosSup, qui est responsable de la chaire bien-être animal et représentant des écoles vétérinaires au Centre national de référence pour le bien-être animal. Alors, Monsieur Mounier, comment aborde-t-on le point de vue de l'animal? Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Alors, oui, très bien, pas de souci. Je vais effectivement prendre le point de vue de l'animal, mais en fait, ça fait le lien avec tout ce qui a été dit auparavant. Bernard Vallet parlait de contrats domestiques. Antoine, il parlait du métier d'éleveur et du rapport à l'animal et ces vaches qui lui rendent bien quand il les traite bien. Donc, c'est exactement cette question-là, en fait. On peut mettre la diapo suivante. Et en fait, je voulais faire une entrée sur, au début, l'animal est un être sensible. Vous savez que c'est rentré dans la loi depuis un certain temps et c'est à l'origine du nom de l'association de L214, qui est l'article du Code rural qui dit que l'animal est un être sensible. Donc cette notion, elle impose que les animaux soient capables de ressentir des émotions. Et en fait, ces émotions, elles sont perçues à travers deux filtres. Donc l'animal, il est dans un environnement physique et social, et il subit un certain nombre d'événements positifs, négatifs, comme chacun d'entre nous. Et à travers un filtre sensoriel et l'intégration de son cerveau, il va ressentir ce qu'il vit comme des émotions positives ou négatives. Et ça va être à l'origine de son bien-être. Et du coup, cette perception et ce ressenti des émotions de l'animal, qui est un être sensible, est à l'origine de la nouvelle définition du bien-être animal de l'ANSES. Diapo suivante, s'il te plaît, Quentin. Qui, justement, à un moment, vous avez dit la notion de bien-être animal, elle est floue pour le consommateur, et certains dans le chat ont dit, oui, mais ça existe, la définition. Il y a une définition qui est récente, qui a fait l'objet de travaux scientifiques très nombreux, et qui dit que le bien-être d'un animal, parce que chaque animal a un bien-être qui est différent, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc l'animal, il va vivre une situation, et en fonction de la manière dont il l'aperçoit, il va être plus ou moins dans un état de bien-être ou plus ou moins dans un état de mal-être. Et du coup, à partir de cette définition, il faut bien distinguer ce qui est la bientraitance, c'est les actions qu'on va mettre en œuvre tous les jours pour assurer le bien-être animal, et la façon dont l'animal, lui, va ressentir les actions qu'on met en œuvre, qui sont véritablement le bien-être. Et là, je fais un point par rapport à Antoine, il disait que les vidéos de L214 ne parlaient pas de bien-être animal, mais parlaient de maltraitance. Je suis complètement d'accord avec lui. Le bien-être animal, ce n'est pas les vidéos qu'on voit sur les vidéos de L214. Le bien-être animal, c'est ce que ressent l'animal, et c'est comment on va pouvoir améliorer la perception de l'animal de la situation. Et pour cela, l'homme et la relation qu'il a avec son animal est extrêmement importante. L'éleveur, le technicien, le vétérinaire, l'homme qui est en contact avec les animaux, c'est la pierre angulaire du bien-être animal, et on ne pourra pas faire sans. Je veux dire, à un moment, les consommateurs, les associations, ils ne pourront pas faire sans les éleveurs, ce n'est pas possible.
cette relation est la pierre angulaire, que ce soit pour la bientraitance, fournir des conditions matérielles et des pratiques d'élevage qui correspondent aux besoins des animaux. Et effectivement, les animaux, quand ils sont en plein air et qu'il fait 40 degrés et qu'il n'y a pas un arbre, ils sont aussi bien dans un bâtiment. Donc à un moment, il faut déjà le savoir, ça, comme le disait Antoine. Et puis après, l'éleveur, il est aussi à la base du bien-être animal véritablement. Parce que s'il prend en compte les besoins physiologiques et comportementaux, il va adapter ses pratiques. Diminuer la douleur lors des bourgeonnages, par exemple, ou lors de la codectomie, mettre des perchoirs, mettre des brosses. Dans son comportement de tous les jours, il peut avoir une approche qui est plus respectueuse du bien-être de l'animal, plus respectueuse de son comportement. Et il y a pas mal de vidéos qui se développent comme ça sur YouTube, qui montrent comment on peut faire pour diminuer le stress de l'animal par une approche qui sera plus appropriée. Alors effectivement, je crois que c'est l'un d'entre vous qui l'a dit, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, c'est sûr. Il y a encore des progrès qui doivent être faits. Et donc, il y a besoin de formation, il y a besoin de mieux connaître ce que c'est que le bien-être animal. Et le dernier point de vue pour lequel la relation homme-animal est extrêmement importante pour le bien-être de l'animal, c'est que l'éleveur, tous les jours, lui, il regarde ses animaux, il les observe et il voit s'ils ont envie de rentrer dans le bâtiment, il voit s'ils sont malades, il voit s'il y a des problèmes de compétition à l'abreuvoir, etc., etc. Et donc là aussi, il faut apprendre à mieux observer ces animaux. Vous savez faire, mais il faut encore améliorer cet aspect-là pour augmenter notre capacité à améliorer le bien-être des animaux. Et si on fait ça, en fait, ça va être un principe qui est gagnant-gagnant. C'est un principe qui est gagnant-gagnant, et c'est dans ce qu'on appelle le concept de One Welfare. Bernard Valla vous a parlé globalement du concept de One Health. Le concept de One Health, c'est une seule santé. Santé animale, santé humaine, santé environnementale. Le concept de One Welfare, c'est pareil. C'est que, en fait, le bien-être animal, le bien-être de l'homme et la préservation de l'environnement sont étroitement liés. Et ils ne peuvent pas avoir lieu l'un sans l'autre. Un éleveur qui n'est pas bien, qui n'a pas les moyens financiers pour son exploitation, nécessairement, ça sera plus difficile pour ses animaux. Première interaction. Mais deuxième interaction, c'est des vaches, des porcs, des volailles qui sont mieux, elles vont plus produire, donc l'éleveur sera mieux. Des animaux qui seront mieux, ils vont faciliter le travail, ils seront plus faciles à manipuler, etc., etc. Et si on prend du point de vue de l'environnement, parce qu'on a vu dans la première intervention que c'était aussi une demande très importante des consommateurs, eh ben, si on a un bien-être animal qui est supérieur, on aura des animaux qui seront en meilleure santé, et du coup, il faudra moins les traiter. Donc, moins de rejet d'antibiotiques dans l'environnement, et on aura des animaux qui valoriseront plus les intrants. Et donc, on aura besoin de moins d'intrants pour les nourrir, et donc une meilleure préservation de l'environnement. Et là aussi, ça va relier le bien-être de l'éleveur, et donc c'est extrêmement important de à la fois améliorer le bien-être de l'animal, le bien-être de vos animaux, pour améliorer le bien-être de l'homme et pour améliorer la préservation de l'environnement, mais ça ne pourra pas se faire sans vous. Et donc il y a des progrès qui restent à faire, mais il faut accompagner les gens pour que effectivement ces progrès ils soient pragmatiques et pas complètement hors de la réalité, ils soient pragmatiques et scientifiques. Alors, comment on peut répercuter ça d'un point de vue financier? En fait, après, je reviens sur mais on va reprendre les questions après, c'est les notions de qualité quand même. Les consommateurs, malgré tout, ils veulent de la qualité, et je pense qu'il faut communiquer sur le travail qu'on fait en France pour nos animaux, parce que même si les importations coûtent parfois moins cher, nos animaux, ils sont quand même globalement mieux traités dans notre pays qu'ailleurs dans le reste du monde. Alors, ce n'est pas vrai pour partout, mais en tous les cas, on sait comment ils sont traités ici et on sait les efforts qui sont faits à la fois par les filières en réponse à la demande du citoyen. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire savoir et communiquer là-dessus. Je ne dis pas que tout est parfait, mais ce qui est fait, il faut le faire savoir et il faut aller un peu plus loin pour améliorer nos pratiques. Voilà rapidement ce que je voulais raconter d'un point de vue animal. Merci beaucoup, Monsieur Mounier. Merci bien. Merci pour cette dernière intervention que nous avions volontairement, je dirais, placée sous l'approche, sous l'angle scientifique. Et enfin, je ne vais pas faire de conclusion, mais enfin, on note qu'il faut des informations claires et objectives pour avoir un débat sain sur le bien-être animal.
Eh ben, écoutez, maintenant, on est arrivé au point de notre conférence où il est temps de laisser place à un temps de réponse aux questions, nombreuses questions que vous avez posées. Donc, je vais demander à Quentin s'il a pu trier un petit peu les questions et puis nous rappeler un peu les questions pour que nos intervenants puissent y répondre. Quentin, c'est à vous. Oui, merci Jacques, bonjour à tous. Effectivement, de très nombreuses questions et c'est très bon signe. On est ravis que du coup les interventions qu'on a écoutées vous intéressent. Alors, on peut commencer peut-être avec les premières questions qu'on a eues, qui étaient pour Madame Blondel. Il y a eu plusieurs questions sur l'étude que vous avez présentée, qui traitait notamment de l'échange de comment l'étude a été construite, ou la date notamment, et un point aussi qui me paraissait intéressant, qui était si on avait constaté un lien entre des tendances déclarées et ce qui était vraiment acheté. Peut-être Laure, si vous êtes encore là. Oui. Ah oui, merci. Oui, je suis là, je remets juste le son et l'image. Oui, alors en fait, on a fait l'étude qu'on réalise, en fait, c'est un terrain entre tous les ans et tous les 18 mois. Donc, le gros terrain a eu lieu en mai 2019 et on a refait un terrain plus court au mois d'avril 2020, donc pendant le confinement. Et donc, c'est évidemment un échantillon représentatif de la population française où on avait 2000 répondants sur cet échantillon. Et donc après le lien avec, alors évidemment c'est du déclaratif, hein, donc c'est un sondage en ligne, donc on pose des questions aux consommateurs qui répondent. Effectivement, on ne les met pas dans un magasin et on leur demande pas de choisir directement un produit. Donc évidemment il y a toujours ce biais de dire oui, je suis intéressé par telle ou telle thématique, et en fait dans les actes d'achat ça se traduit pas forcément. Donc ça, après on avait fait en fait l'exercice d'essayer de justement voir le lien entre les déclaratifs et concrètement, les achats, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, en fonction de ce qu'on va regarder, on n'a pas toujours les bons chiffres. Mais ça, c'est peut-être la FCD qui peut nous aider sur ce sujet. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que si la proposition n'arrive pas en magasin, ou je dis en magasin, mais en tout cas auprès du consommateur, le consommateur ne peut pas faire le entre guillemets bon choix. C'est-à-dire que forcément, si on a un choix entre une viande française de qualité à un certain prix et une viande importée à moindre coût, sans cette même qualité, forcément, en tout cas, malheureusement, beaucoup de consommateurs vont choisir le produit le moins cher parce que, on le rappelait tout à l'heure, le driver d'achat principal sur l'alimentation, ça reste quand même malgré tout le prix. Mais on voit quand même, en tout cas, plus on va développer cette offre, et c'est ce qui était dit à l'instant aussi sur la répercussion par rapport au bien-être animal, c'est-à-dire que plus on développe cette offre, moins ça va coûter cher. Si on fait des économies en antibiotiques, par exemple, on peut aussi avoir une baisse des coûts. Donc, plus on apporte ces propositions au consommateur, plus il va aussi du coup faire ses choix. Merci Laure. Je profite aussi que vous soyez là, enfin que vous soyez déjà, vous ayez le micro allumé. Il y a aussi deux petites questions relatives à l'item qualité que vous avez présenté, parce que donc tout ce que vous avez développé sur le choix du produit, je pense qu'on va en reparler aussi avec Gérard effectivement. Mais voilà, je voulais profiter de l'occasion. Notamment, il y avait une question qui demandait, alors que je la retrouve, le contenu du volet qualité et notamment si les produits transformés étaient inclus. Alors en fait, on demande, on a un certain nombre de questions. Alors je crois que j'ai vu passer la question quelque part, c'est des questions fermées. Donc on a effectivement un choix de questions, un choix de réponses, pardon. Et en l'occurrence, on n'a pas forcément détaillé le sujet de la qualité, mais après quand on revient sur qu'est-ce qu'un produit durable, c'est aussi considéré comme un produit de qualité. Donc c'est vrai qu'on ne va pas forcément dans le détail, on ne demande pas spécifiquement pour les produits. On ne détaille pas entre les produits bruts et les produits transformés, mais du coup, disons que pour les consommateurs, ça peut être inclus. D'accord, merci beaucoup. J'en profite du coup pour rebasculer la question que vous souleviez à Gérard Cladière de la FCD, donc de la Fédération du commerce et de la distribution, sur les actes d'achat. Et il y avait notamment une question de Christophe Soulard qui demandait comment on peut expliquer que les consommateurs plébiscitent les produits français de qualité et alors qu'ils continuent à acheter des produits à bas coût importés. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir votre réponse sur ça. En fait, alors, je relisais un chiffre, 54% des Français déclarent qu'ils finissent souvent le mois en négatif sur leur compte en banque. 54%. Bon,
quand vous avez dit ça, et compris que la donnée économique, quand on fait ses courses, elle va rester clé, quoi. Et en plus, bon, les plans sociaux, etc., etc. Donc, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que le consommateur, il le fait parfois involontairement, il le fait aussi parfois très volontairement. C'est-à-dire qu'il sait que ce serait peut-être mieux pour lui de faire autrement, mais il n'a pas le choix. Il est contraint. Il n'a que 42 € à dépenser. Il dépensera 42 € pour faire la totalité de son panier. Donc, du coup, il ne peut pas acheter un produit qui va coûter 18 € le kilo. Donc, il y a des arbitrages qui sont extrêmement économiques. Et c'est pour ça qu'on a toujours, effectivement, en même temps, eu le souci de la compétitivité des filières pour arriver à effectivement approcher le plus grand nombre. Donc ça, c'est un arbitrage qui malheureusement va rester là. Donc à nous après d'expliquer les différences, d'expliquer le prix et d'offrir ce choix dans une fourchette de prix qui est un petit peu plus large. Un des grands engagements des OGA, c'est effectivement bien de faire de la montée en gamme, mais il faut que la montée en gamme, elle s'accompagne également d'une segmentation des rayons et d'un choix clair et d'une limite claire. Donc, ce qui fait que ça me fait répondre à une autre question que j'ai vue sur l'étiquetage sur le bien-être animal. Nous, FCD, on est plutôt favorable à aller vers un étiquetage en matière de bien-être animal ou de choses comme ça. On est bien conscient, parce qu'on travaille avec les interpros, que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et difficile. Et donc, du coup, on dit effectivement, oui, il faut travailler le sujet. C'est-à-dire que si on veut faire quelque chose, essayons plutôt de le faire collectivement, mais essayons vraiment. C'est-à-dire que essayons pas de faire le dossier pour l'enterrer. Voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire et quel délai on se donne. On a su montrer sur plein de travaux qu'on savait faire ça. Le travail sur la nouvelle norme, le port français, il a montré. Le travail sur le pacte sociétal développé par Interbev a montré qu'on savait faire des choses. Nous, on pense que sur l'étiquetage, il y a un vrai sujet, parce qu'effectivement, les expériences allemandes et hollandaises démontrent que c'est ça. Alors, ça restera quand même toujours avec, je mets toujours un bémol, l'étiquetage sur des packaging qui sont, pour certains produits, des packaging magasins, reste quand même un sujet difficile à lire. Donc il faut bien réfléchir aussi en ayant pris conscience que l'étiquetage, c'est un sujet difficile parce que il y a beaucoup d'informations sur les étiquettes. Il y a aujourd'hui, par exemple, sur l'étiquette viande, il y a beaucoup d'informations qui servent à rien, quoi. Mais l'administration évoluant à la vitesse de l'administration, les informations qui servent à rien, elles sont toujours là. C'est-à-dire que vous avez le numéro d'agrément de l'abattoir, le numéro d'agrément de l'atelier de découpe. À qui ça sert? Absolument à personne. L'important, c'est que la traçabilité soit garantie. On est toujours dans un étiquetage qui correspond à le poste ESB. Et du coup, on n'a pas su passer à autre chose. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait virer ces informations qui servent à rien, qu'elles soient toujours gérées techniquement, c'est indispensable, pour revenir à des informations qui intéressent le client. Ça, c'est encore des évolutions à venir. Donc oui, il y a un chemin pour faire ça. On aura, je pense, fin d'année, début de l'autre, un premier tour des essais qui ont été faits en volaille par certaines enseignes. Donc il y a des choses qui sont en cours. Donc il sera intéressant de bien les analyser, de bien voir ce qu'on en a tiré pour effectivement arriver à grandir après ensemble sur ces sujets-là et sur la façon dont on peut les faire évoluer. D'accord. C'est vrai que ce que vous dites, ça répond à une autre des questions aussi qui était, quand vous disiez que c'est à nous d'expliquer le prix dans le cadre de la montée en gamme qui provient des EGA. Et c'est vrai qu'il y avait une des réflexions qui était de dire que le bien-être animal, le consommateur n'en a pas forcément connaissance et que c'est à nous de l'expliquer aussi. Oui. Donc voilà, c'est une très bonne remarque. Et c'est vrai que vous répondez aussi, en partie à déjà deux questions qui étaient posées sur l'étiquetage bien-être, voilà, de connaître un peu ce que vous en pensiez. Et il y a même eu une intervention supplémentaire qui portait notamment sur l'étiquetage des modes d'élevage. Je vois que là, il y a encore quelques échanges qui continuent d'ailleurs en même temps qu'on parle. Est-ce que vous avez un avis sur le type d'étiquetage? Parce que vous disiez qu'il faut qu'on fasse le travail, ça j'entends bien. Est-ce que les modes d'élevage, ça vous paraît être la solution? Est-ce qu'il y a d'autres trucs plus indiqués? Je vois qu'il y a un point sur l'étiquetage de l'œuf, par exemple. Alors, tout à l'heure, vous voyez ce que montrait M. Mouillet sur le One Health, sur One Welfare, etc. Il faut que le mode d'élevage, ça va être, ça risque d'être trop court, c'est-à-dire que de quoi on parle, comment on le norme, etc., etc. Donc il faut trouver un truc qui parle, qui intéresse le consommateur. C'est mode d'élevage et bien-être. Donc voilà, et il faut qu'on puisse effectivement avoir 3-4 grandes catégories, et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur ces
3-4 catégories pour que ce soit effectivement pas stigmatisant, parce que l'élevage en bâtiment n'est pas stigmatisant. Donc il faut qu'on arrive à effectivement démontrer qu'un élevage en bâtiment bien fait est aussi intéressant qu'autre chose. Donc il faut qu'on arrive, quand on norme ça, à arriver à trouver la façon de le normer de façon globale. Après, il ne faut pas qu'on aille trop loin. Je voyais aussi une question sur la note globale. Attention, c'est-à-dire que quand on veut d'un seul coup, pour moi, hein, mais ça c'est un avis personnel, c'est pas forcément l'avis de toutes les enseignes, comme il y a des enseignes qui veulent essayer de se lancer là-dedans, mais ramener sur un produit, dire que ce produit a une note de 92, ça restera quand même complexe à lire, à comprendre, et en plus, vous pouvez être bon là, pas là, enfin, etc. Donc, c'est une note pour moi, c'est très compliqué, quoi. Il faut quand même revenir toujours, le conso, il fait ses courses, il a peu de temps pour faire ses choix, il a peu de temps pour lire les étiquettes, il faut que l'explication, elle soit claire, lisible et compréhensible. Donc là aussi, c'est pareil, il faudra bien qu'on travaille ça quand on voudra travailler ces sujets-là, quoi. Ça marche, merci. Je vois que les interventions continuent. Il y a notamment une remarque de Christelle Lemoine-Interbev qui propose enfin, pourquoi pas mettre en valeur les garanties des cahiers des charges existants avec un système de QR code parce que les labels parlent déjà aux consommateurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de nombreuses pistes sur ces questions d'étiquetage du bien-être animal. Et donc, on a encore pas mal de discussions à venir, je pense. Tout à fait. Oui, il n'y a pas de problème. Là, je vois qu'on peut alimenter une discussion de l'après-midi. Exactement. Je voudrais peut-être aussi profiter qu'on ait encore un petit peu de temps pour poser quelques questions à Antoine et à Luc. Antoine, notamment, on avait eu donc plusieurs questions qui sont remontées. Alors, attendez que je les retrouve. Voilà, sur la relation que vous avez avec les followers. D'abord, vous avez eu notamment des félicitations, je ne sais pas si vous les avez vues passer, de Emmanuel Audouin qui voilà, nous annonce qu'il est grand fan et que voilà, qu'il aime beaucoup tout le travail de pédagogie que vous faites sur le métier d'éleveur. Merci. Donc voilà, sur cette question sur les profils, moi je trouvais ça aussi intéressant de savoir, si vous pouviez nous en reparler un petit peu du type de gens qui vous suivent ou avec qui vous interagissez. Alors, je suis principalement sur les deux plateformes, YouTube et puis Twitter. YouTube, en fait, ça s'adresse à des gens qui vont avoir du temps à consacrer sur une vidéo, qui vont regarder une vidéo pendant 8, 10, 12 minutes, donc qui vont s'intéresser pour aller au fond des dossiers. Twitter, c'est un réseau qui est beaucoup plus instantané, qui est beaucoup plus politique et où les gens aiment bien avoir des informations très courtes qui défilent un petit peu toute la journée. Donc, je sais que le profil des gens qui me suivent sur YouTube est quand même plus agricole. C'est plus des gens qui sont, voilà, il y a beaucoup de jeunes en école d'agriculture notamment. Et je sais que certaines de mes vidéos sont reprises par des cours sur des cours d'agronomie ou de zootechnie, donc c'est sympa aussi. Par contre, sur Twitter, c'est plus un public vraiment citadin, même s'il y a une grosse communauté agricole, mais c'est un public qui est quand même citadin, assez politique. Et du coup, ça permet vraiment de transmettre des choses à des gens qui n'y connaissent absolument rien. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est la méconnaissance de la vie et à la campagne, elle est incroyable, quoi. Ça marche, ça m'étonne. Enfin, je peux imaginer. Je vois aussi que les questions continuent à défiler et je voulais vous profiter de l'occasion pour vous demander votre avis. Quelqu'un a soulevé la question du référendum pour les animaux et je me demandais si je pouvais vous demander votre avis en tant qu'éleveur, comment vous le voyez? Bah, en fait, le référendum, c'est moi qui l'ai posé en plus la question. Ah mince. Non, mais j'ai quand même un avis dessus. C'est que j'y vois un gros risque à la fois pour le bien-être animal et pour toutes les filières, enfin les filières françaises. C'est que sous-jacent derrière, il y a l'interdiction de l'élevage intensif. Et il faut quand même qu'on me le définisse précisément. Et l'interdiction de l'élevage en cage. En fait, moi, le risque que j'y vois, c'est que c'est absolument pas contrebalancé de manière politique sur l'interdiction d'importation
de produits qui ne respecteraient pas ces normes. Et si on nous impose à nous de produire du lapin, par exemple, parce qu'aujourd'hui les lapins s'élèvent en cage, donc si on interdit l'élevage en cage de lapin, il n'y aura plus d'élevage de lapin en France, mais ça ne nous empêchera pas d'importer du lapin. Et si on extrapole en fait cette disposition, ça veut dire que au bout d'un moment, on interdira telle pratique, telle pratique, telle pratique, et que nous, ce sera impossible pour nous de suivre, mais que j'imagine déjà le Brésil en train de se frotter les mains parce que eux, ça va les développer, ça va développer leur élevage. Et c'est un vrai risque, sachant que le Brésil, son élevage est issu directement de la déforestation. Donc, je vois pas du tout en quoi ça pourrait faire du bien aux animaux qu'on interdise des pratiques en France, mais qu'on continue à l'étranger, quoi. Je vois que le temps passe. Merci beaucoup, Antoine. Luc, j'avais aussi deux petites questions pour toi. Je vois que tu as rallumé ta caméra. Tu voulais peut-être intervenir sur ça? Ouais, je voulais juste intervenir un peu sur le RIP. Parce que effectivement, je pense que ça vient aussi d'une méconnaissance des gens, hein, parce que dans ce RIP, il y a quand même plein de notions qui sont absolument pas claires. Et de Hugo Clément, je ne sais pas s'il a déjà mis les pieds dans un élevage ou s'il a déjà approché des animaux de près. Mais effectivement, un élevage intensif, moi, je ne sais pas ce que c'est, hein, je fais de la zootechnie depuis un moment, je ne sais pas ce que c'est qu'un élevage intensif en termes de définition, et donner l'accès au plein air à tous les animaux, on voit bien que comme ça, de manière pragmatique, c'est pas possible. Et moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Antoine juste avant, c'est que le risque, c'est qu'on n'ait plus d'élevage en France et qu'on soit obligé d'importer. Donc, il faut ce genre de démarche, je ne sais pas à quoi elles servent, mais ce n'est pas des démarches constructives, en fait. Ça ne sert pas à construire, ni à améliorer le bien-être des animaux, ni à construire une meilleure agriculture demain. Ni une meilleure consommation, parce que la meilleure agriculture, il faut qu'elle soit associée à une meilleure consommation. Donc, je pense que c'est des coûts marketing, voilà, mais que derrière, c'est des gens qui connaissent pas grand-chose. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, faire des comptes YouTube, ouvrir les exploitations, même si on a un élevage de poules, même si on a un élevage de porcs, et ben quand même, c'est un des bons moyens de ramener les gens à la réalité. Moi, je connais pas un consommateur qui a été dans un élevage et est ressorti en disant c'est l'horreur, c'est la catastrophe. Ça correspond jamais en fait à l'image qu'il en a via L214. Donc voilà, je voulais réagir juste là-dessus un petit peu. Ouais. Et Luc, je profite aussi que tu sois en ligne. Il y a une question qui me paraît intéressante. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur la bientraitance, le bien-être, tout ça, donc auxquelles tu as déjà commencé à répondre dans les messages. C'est très bien. La question qui me paraît aussi intéressante à partager en collectif, est-ce que tu aurais une piste, toi, sur la question de la répercussion financière du One Welfare et des garanties pour l'éleveur dans tout ce que tu vois passer? Ouais, j'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. Alors, pas forcément liées au One Welfare, mais il y a des démarches qui se mettent en place. Alors, je n'en citerai pas, mais il y en a une qu'on connaît tous et qu'on a vu passer, qui rémunère mieux les agriculteurs, qui peut être intéressante. Après, c'est pas ma spécialité. Moi, non, je pense surtout que c'est de la communication pour dire qu'effectivement, améliorer le bien-être des animaux, ça coûte cher. Deux, qu'il y a des progrès à faire, mais trois, et qu'on n'est pas les plus mauvais. Donc, voilà. Et après, je pense qu'il y avait une question à un moment qui disait est-ce que les gens, dans leur balance financière, il y a un budget alimentation, mais il y a un budget téléplasma, SUV, etc. Il y a peut-être des choses à faire sur cette communication-là, hein. Non, je pas. Comment on peut le valoriser? Je sais pas. Moi, le discours que j'ai avec les éleveurs que j'ai en face de moi, je leur dis qu'en fait, ils ont tout intérêt à améliorer le bien-être animal et que de toute façon, ils seront toujours gagnants là-dessus. Parce qu'ils seront avec des animaux plus faciles à manipuler, ils auront des animaux mieux. Moi, je ne connais pas un éleveur qui n'est pas content de voir ses animaux bien, et je ne connais pas un éleveur qui est content de voir ses animaux pas bien. Donc voilà, ils sont plus contents d'avoir des animaux en bonne santé, qui peuvent manipuler. On peut espérer qu'ils seront moins malades, qu'ils produiront plus. Donc, même si derrière, dans le prix direct, ça ne se répercute pas, je pense que c'est gagnant pour l'éleveur. Alors après, les problématiques, c'est quand il y a des investissements très importants, par exemple des bâtiments à modifier. Là, si la filière n'aide pas et si les consommateurs n'aident pas, on ne s'y retrouvera jamais, quoi. Bien.
Je vais être obligé d'interrompre, et c'est malheureux, mais c'était passionnant, on n'a pas vu le temps passer. Parce qu'il faut bien mettre fin à nos échanges. Vous pourrez les poursuivre ensuite en B2B si vous le souhaitez, puisque vous avez vous connaissez maintenant nos interlocuteurs. Et je vais proposer à Mickaël Marcereau, donc, qui est notre éleveur, élu référent à la coopération agricole sur bien-être animal, de nous donner quelques mots de conclusion. Alors Mickaël remplace un petit peu au pied levé le président Dominique Chargé, le président de la coopération agricole, qui était prévu pour conclure nos travaux comme il l'avait fait l'an dernier. Mais malheureusement, il a eu un impératif de dernière minute et c'est donc Mickaël qui va le remplacer. À toi, Mickaël, merci. Merci Jacques. Donc c'est toujours compliqué de conclure hein, parce que dans un peu de temps d'arriver à regrouper le maximum d'idées qu'on a pu dégager dans ces présentations qui ont été très très riches et dans ces débats à la fin sur l'échange avec les questions qui étaient très intéressants. Aujourd'hui, moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est surtout dans un positionnement qu'on peut avoir Antoine ou comme je peux avoir moi, on se reconnaît finalement dans le côté éleveur, dans le côté des soins et de l'amour qu'on porte à nos bêtes, mais dans le côté aussi consommateur, parce que finalement, on a les deux casquettes, nous, aujourd'hui, quand on est agriculteur, et ça, c'est très, très important. C'est important aussi de voir les échanges qu'on a pu avoir. Par contre, ce que j'ai pu relever aussi et ce que je voulais rapporter, mais on est loin d'être les premiers et je citerai les propos du ministre de l'Agriculture qui ont été faits il y a une quinzaine de jours aujourd'hui sous la problématique et de faire attention à l'amalgame qui est souvent trop facile entre le bien-être animal et la maltraitance. On en a parlé beaucoup aujourd'hui et je pense que ça, c'est un axe très très important aujourd'hui où il faut qu'on arrive à faire la part des choses, à pouvoir travailler sur le bien-être animal avec tout ce qui nous a été présenté et surtout à pouvoir se positionner contre la maltraitance, où qu'elle soit, et faire très attention là-dessus. Et je pense aujourd'hui, nous, au niveau de la coopération du moins, on essaye de faire le maximum là-dessus pour éviter tous ces actes de maltraitance et de pouvoir vraiment avoir enfin des vraies discussions autour du bien-être animal, de voir comment on peut avancer là-dessus. Surtout sachant que ce qu'on se disait aussi assez régulièrement, au niveau de la coopération agricole, le bien-être animal, le bien-être de l'animal, c'est quand même ancré dans notre ADN, sachant que nous, on arrive à représenter la totalité de la filière, que ce soit au niveau de la production, de la transformation ou même du commerce, toutes ces étapes-là où on peut mettre en avant tous ces échanges-là et discuter essentiellement avec les acteurs là-dessus. Ce qui est surtout important et ce qui me tenait à cœur et qui tient aussi à cœur à la coopération, pour les plus fidèles d'entre vous qui avaient l'habitude de nous suivre sur nos conférences, c'est quand même le sujet du One Welfare. On l'avait abordé il y a 3 ans en conférence pour vraiment discuter et échanger ensemble, de dire comment on peut faire, et attention, ne voyons pas le prisme unique bien-être animal par l'animal, car on serait trop réducteur, et on voit que finalement, ce sens-là est très très important. Et le bien-être de l'homme a une réalité, le bien-être de l'éleveur a une réalité aussi très très forte dans ce domaine-là, tout comme l'environnement. Je ne referai pas un débat dessus, mais je pense que c'est important aujourd'hui de voir comment, par différentes entrées, on peut arriver à travailler sur le bien-être animal, et ça c'est très très important. On a parlé aussi beaucoup de communication, de faire savoir ce qu'on fait, comment on le fait, et je pense que là-dessus, tous les acteurs qui peuvent communiquer, c'est une très très bonne chose. À nous aussi demain d'arriver à nous rapprocher des différents médias pour continuer à leur expliquer notre métier et pour qu'en partenariat avec eux, on puisse avancer dans la communication positive autour des actions qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place au niveau du bien-être animal, et de continuer à vraiment parler de notre métier. Une des conclusions importantes que je voudrais relever auprès de tout le monde, c'est que finalement, au vu de nos échanges, ce jour, on confirme que le bien-être animal est l'affaire de tous, clairement. Et c'est l'affaire des éleveurs qui sont au plus proches des animaux toute l'année, tout le long de leur travail, pour certains toute leur vie même d'éleveurs, mais c'est aussi l'affaire des scientifiques qui nous conseillent, à nos éleveurs, qui nous apportent vraiment des données, parce que très souvent, on comprend nos animaux, mais on aura du mal à expliquer comment on les comprend. Et là-dessus, les scientifiques vraiment nous aident à avancer sur bon nombre de choses. C'est aussi l'affaire de la grande distribution qui accompagne le consommateur dans les différentes étapes qu'il peut avoir, mais c'est aussi les affaires du consommateur qui, suivant son acte d'achat,
reconnaîtra les démarches de progrès qu'on aura pu engager tous ensemble dans le modèle coopératif sur la montée en gamme des produits qui peuvent l'intéresser, en faisant bien attention, bien sûr, sur le sujet qu'on aborde assez souvent, qui est de la problématique aujourd'hui et de la disponibilité des consommateurs pour acheter le produit. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le fond de ma conclusion, que si on veut avancer vers un bien-être animal beaucoup plus évolutif et beaucoup plus conscient pour tout le monde, on devra s'afficher tous ensemble dans un intérêt commun pour montrer que vraiment tout ce qui est fait en partenariat, on arrive à avancer là-dessus. Juste, j'en profite tant que j'ai encore la parole pour remercier quand même, vous remercier à tous, remercier tous les intervenants, remercier tous les gens qui sont présents aujourd'hui et vous dire quand même que j'espère vous retrouver dans les années à venir sur ces mêmes événements au niveau du bien-être animal, mais j'espère dans les différents salons qu'on avait l'habitude de côtoyer. Merci à tous. Merci Michael. Eh bien écoutez, merci à tous. Je renouvelle aussi les remerciements du président. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine au SPACE et puis au sommet de l'élevage. Et puis nous allons nous quitter. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport aux présentations. Nous allons demander à nos intervenants si on peut faire suivre les présentations et on va voir comment on pourrait vous les faire suivre. Voilà. Merci bien.